Voilà, merci d'accueillir Sylvain Poirier, directeur en charge de la direction IA de France Travail. Voilà, on aime vous montrer les entreprises, mais on a aussi de grosses administrations qui font de gros progrès en termes d'IA. Donc bonjour Sylvain, bonjour. Merci d'être avec nous. Premier aperçu du déploiement de l'IA au sein de France Travail. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être surpris par l'avancée vraiment de ces grandes organisations étatiques, qui dépendent de l'administration. Peux-tu nous dire en quelques mots depuis quand l'IA fait partie des axes stratégiques de France Travail, et puis les points d'étape, et puis tout ce qui s'est évidemment accéléré depuis 2023 avec l'IA générative? Déjà, merci pour cette invitation. Ravi de pouvoir venir parler de l'intelligence artificielle au sein de France Travail. Donc j'ai compris que c'était les anniversaires et les 10 ans. Donc ça fait effectivement, nous aussi, plus de 10 ans qu'on investit autour de la data et de l'IA au sein de France Travail, avec au départ la création d'un lac de données, donc des entrepôts pour stocker les données dont on parle depuis ce matin, qu'elles soient sécurisées. Et assez tôt, on a également investi sur des réflexions autour de l'intelligence artificielle, avec la création d'un programme qui s'appelait Intelligence Emploi en 2018, et qui nous a amené, avec la contribution de Claude, qu'on a entendu tout à l'heure, à réfléchir à le positionnement, le recours de l'IA à Pôle emploi, désormais France Travail. Et ça a eu pour effet la création d'une charte éthique. On l'a évoqué tout à l'heure. Cette charte éthique, c'est une charte qui est publique, qui est publique sur le site de francetravail.org. Et ça nous a permis de déterminer en quoi on souhaitait, comment on souhaitait positionner l'intelligence artificielle au sein de France Travail. Donc le premier élément, et je commence par ça fait la transition avec le point précédent, on souhaite proposer des outils d'intelligence artificielle en plaçant l'humain au centre. C'est pas, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est des outils qui vont servir l'expertise humaine des conseillers, qui vont faciliter l'autonomie des usagers, faciliter l'autonomie des demandeurs d'emploi, des entreprises. On a posé également dans cette charte éthique des éléments assez forts autour de la partie sécurité, autour de la partie enjeux environnementaux. Voilà, donc ces principes décrits très tôt, dès 2022, et pour s'assurer d'alimenter cette dynamique, on a constitué un comité éthique externe, donc avec des personnes qui sont extérieures à France Travail, des scientifiques comme Claude a participé dans la première édition, des représentants des salariés, des représentants des entreprises, des représentants des demandeurs d'emploi, toujours pour avoir un enrichissement, un regard extérieur, pour s'assurer qu'en fait, les solutions ou les outils d'IA qu'on va proposer aux conseillers, qu'on va proposer aux usagers, sont bien alignés avec cette charte éthique, avec l'ADN de France Travail. Dans cette phase-là, on a également fait monter en compétence des équipes en interne pour pouvoir être en capacité, en autonomie à délivrer, à déployer des services. Et on a également construit une plateforme interne dans les data centers de France Travail pour avoir une puissance de calcul, pour avoir une capacité à développer des outils en interne. Donc ça, c'est 2018-2022. Et donc 2022, on avait déjà des premiers services en production, des services en production à destination des usagers pour pouvoir analyser par exemple les CV qui sont téléchargés pour en extraire les compétences et faciliter la création des profils. Passer de 45 minutes à 15 minutes pour la création d'un profil pour un demandeur d'emploi. Également des services autour de la légalité des offres pour pouvoir analyser les non-conformités, faire en sorte que les offres de France Travail sur le site de France Travail soient légales. Est arrivé ChatGPT ou l'IA générative, et donc assez vite on a souhaité continuer, se positionner sur l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle pour accompagner l'installation de France Travail dès 2024 avec un programme qui a été créé pour accompagner la transformation de Pôle emploi en France Travail, donc un enjeu stratégique posé comme tel, porté par le directeur général, Thibaut Guilluy, et donc une ambition assez forte autour de l'intelligence artificielle pour derrière aider l'installation de France Travail, libérer du temps pour les conseillers, les aider
avec les aider à réinvestir ce temps gagné, ce temps un peu administratif, chronophage, pour le réinvestir sur l'humain, leur expertise, faciliter la connaissance, améliorer la connaissance des usagers pour personnaliser nos services. Et le dernier point autour de ces ambitions, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour repenser l'expérience utilisateur. On voit que dans la sphère personnelle, c'est très simple. On voit bien l'adoption de ChatGPT. C'est très simple d'utiliser en langage naturel un dialogue avec des outils informatiques, des outils d'intelligence artificielle. Comment on arrive à apporter cette simplicité, cette accessibilité dans des services et ceux de France Travail. Et alors très concrètement, on en est où? Si on prend les deux points, si on prend justement avec un usager France Travail, voilà, qui a, voilà, qu'est-ce qu'il peut avoir, enfin, qu'est-ce que l'IA lui apporte aujourd'hui? Et puis ensuite, on verra au sein de France Travail. Alors, par rapport aux usagers, je pense qu'il y a un point qui est important avant de parler des services. On est sur une transformation qui est assez profonde. Et donc, dans les missions de France Travail, il y a également l'accompagnement de l'acculturation de la société autour de ces outils-là. Donc, pour les demandeurs d'emploi, par exemple, pour aider à l'acculturation des outils d'intelligence artificielle dans un parcours de demandeurs d'emploi, eh bien, on a proposé une formation qui est en autodélivrance, qui est sur Internet, avec un calendrier de l'IA pour permettre d'acculturer, d'aider les différents demandeurs d'emploi à comprendre les enjeux autour de l'intelligence artificielle, de comprendre les risques au niveau éthique, au niveau sécurité, et puis de les aider très concrètement à se préparer à des entretiens, de les aider à préparer des candidatures, des lettres de motivation, de les aider dans ce parcours-là, comment utiliser ces outils-là au service des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, très concrètement, je cherche un emploi, je peux, en langage naturel, dire voilà, mes compétences, ça fait 3 ans que je fais ça, j'ai tel type de diplôme, j'aimerais trouver dans la région Bretagne, on peut commencer, et on va nous accompagner à recréer notre CV, à faire la lettre de motivation, voilà, à postuler, quoi. Alors, effectivement, dans le calendrier de l'IA, l'objectif, c'est de pouvoir former 300 000 demandeurs d'emploi sur 2025, et donc on a des petites capsules où jour par jour, en fait, on va pouvoir comprendre les mécanismes, comprendre les principes de l'intelligence artificielle avec des exercices très pratico-pratiques, justement pour aider à refaire sa lettre de motivation, refaire son CV, se préparer à des entretiens. Et alors concrètement aussi, d'ailleurs ça va répondre à la question, la stratégie de déploiement interne face aux réticences potentielles des équipes. Justement, au sein de l'entreprise, tu l'as dit, l'humain au centre. Voilà, quels sont les outils à la disposition des équipes? Et puis tu vas nous dire aussi la mise en œuvre, parce qu'on a parlé d'une charte et on le sait, hein, il y a quand même cette crainte pour tout le monde de se dire est-ce que je risque pas d'être remplacé un jour par l'IA? Alors effectivement, ma conviction, c'est effectivement que quand on a démarré le sujet de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, on voit dans la société, ça nourrit beaucoup de fantasmes, ça nourrit des peurs. Et donc, pour pouvoir proposer les bons services, ma conviction, c'est de dire qu'il faut pouvoir partir du terrain, partir des irritants, partir des besoins des conseillers, des besoins des usagers pour construire les bonnes solutions. Et donc, on a construit ChatFT, donc un chat GPT sécurisé. Et ce ChatFT, par exemple, on l'a construit il y a un peu plus d'1 an, en démarrant avec 15 conseillers. Et on leur a proposé un outil qui était assez basique. Et en fait, l'objectif, c'était de voir en quoi on pouvait proposer un outil qui servait à leur expertise, un outil qui leur permettait de les libérer des tâches administratives un peu chronophages pour qu'ils puissent se recentrer sur leur expertise métier. Et cette approche-là, l'approche où en fait on construit ces produits avec eux et pour eux, en fait, ça a eu pour effet de bien comprendre qu'on est bien sur des outils, c'est ce qu'expliquait Claude tout à l'heure, on est bien sur une nouvelle manière d'utiliser des outils informatiques et pas sur des solutions magiques qui vont venir les remplacer. Et donc, à partir du moment où on a pu avoir cette approche-là, l'adoption des conseillers de France Travail est importante. On a, en mars 2025,
on a un baromètre interne qui a montré qu'il y a 56% des agents de France Travail qui utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leur activité, dans leur quotidien. Et parmi eux, 73% pensent qu'il y a un impact positif. Donc, c'est assez en miroir ou en cohérence avec l'utilisation de ChatFT, puisque on a 38 000 personnes sur 55 000 collaborateurs qui utilisent ChatFT. Et donc ChatFT, j'imagine, c'est pour réduire les tâches un peu administratives, enfin des tâches répétitives et tout ça. Exactement. En fait, ChatFT, c'est un ChatGPT sécurisé. Et ce ChatGPT sécurisé, on a au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure de l'usage remonté par les conseillers, on a connecté un certain nombre de bases documentaires qui n'étaient pas forcément toujours simples, des données qui n'étaient pas forcément toujours simples à accéder. Et donc, on a également connecté le système d'information pour pouvoir faire en sorte que, en langage naturel, plutôt que d'aller dans telle et telle application, dans tel et tel formulaire, dans tel et tel tel ou tel outil, en fait, qu'on puisse, en langage naturel, accéder plus simplement aux données, accéder plus simplement aux informations. Et donc, l'effet, c'est que, côté conseiller, ça leur libère du temps. Ce temps, ils peuvent le réinvestir sur leur expertise, là où, en fait, quand on va voir les conseillers, ils n'ont pas toujours ce temps-là suffisant. Donc, ça leur libère du temps. C'est plutôt quelque chose de reçu comme étant positif, puisque ça leur permet vraiment de se consacrer à leur cœur de métier. Et derrière, ça amène aussi un saut qualitatif par rapport au service qu'on propose. Il y a aussi un outil dont tu m'avais parlé quand on a préparé cet entretien, c'est ChatFT, donc FT France Travail, ChatFT Écoute aussi, qui accompagne les conseillers pendant leur entretien, c'est ça ? Alors ça, on est à l'état de démonstrateur. C'est effectivement la suite pour nous, c'est-à-dire... L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux conseillers de se recentrer sur la relation avec l'usager, avec le demandeur d'emploi, et quelque part de sortir du principe où quand on fait un entretien, on a un PC au milieu entre le demandeur d'emploi et le conseiller. Comment on fait pour que derrière, on ait une solution, un outil qui aide, qui accompagne et qui facilite la saisie des informations dans le système d'information, qui permettent d'améliorer la qualité des données, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour pouvoir faire en sorte que tous les éléments qui sont échangés avec un conseiller, qu'on soit en mission locale, qu'on soit en conseil départemental, qu'on soit au sein de France Travail, eh bien on puisse aller vers le dites-le une fois, on puisse améliorer la qualité des données et donc les services proposés. Question sur les garanties pour sécuriser ces données, justement. Alors, on a parlé de souveraineté tout à l'heure. En fait, on a un partenariat avec Mistral. On a largement évoqué ce point-là. Et on travaille avec OVH pour déployer ces grands modèles sur des serveurs dédiés. Pour autant, je l'ai dit au départ, on a une puissance de calcul au sein des data centers de France Travail. Donc, on a une stratégie où on peut déployer des petits modèles au sein des serveurs de France Travail pour pouvoir répondre, pour pouvoir adresser des services avec des données sensibles. Et on a derrière une complémentarité ou une capacité à utiliser une puissance de calcul plus forte avec des serveurs dédiés, donc des serveurs dédiés et des données sécurisées, avec des serveurs chez OVH et des modèles de Mistral pour aller vers cette notion de souveraineté et les éléments qu'on a déjà évoqués tout à l'heure lors de la session précédente. Là, il y a plusieurs questions là, pour les usagers, notamment comment France Travail aide les demandeurs d'emploi à se former à l'IA. Est-ce que l'IA permet aussi de générer... Est-ce que l'IA permet de générer des lettres de motivation, des CV, les analyser, finalement, recrutement et il y a une peur un peu de dépersonnalisation, tout ça. C'est si on se base que sur des IA, sur de la data. Alors... Donc pour reprendre le premier point ou la dernière question, comment France Travail aide les demandeurs d'emploi à se former. Donc on a proposé le calendrier de l'IA, ce que j'évoquais, qui est disponible sur francetravail.fr. On a également des partenariats avec des formations, avec Google notamment, où on a des ateliers numériques qui sont proposés au sein des différentes agences. Et pour revenir sur la notion de dépersonnalisation, sur la notion d'automatisation de la génération des lettres de motivation, des CV, etc. Quand je disais on peut repenser l'expérience utilisateur, on a un produit qu'on a développé qui s'appelle MatchFT, qui est en test
en Centre-Val de Loire et en Pays de la Loire. Et là, en fait, le positionnement de l'IA générative, ça va être de pouvoir interroger par SMS un candidat sur son intérêt pour un poste donné. Donc c'est à l'initiative du conseiller entreprise qui va solliciter un certain nombre de demandeurs d'emploi et on va par SMS aller vérifier son intérêt pour une offre donnée, sa mobilité, un certain nombre de critères, le salaire, les horaires, etc. Et en fait, quand on va faire ça, donc cette conversation SMS, ça va être pilotée par une IA générative. Et quand on va faire ça, en fait, on sort de la logique du CV et on sort de la logique d'une candidature sur le site de francetravail.fr. On va avoir une expérience utilisateur où, en tant que candidat, quelque part, je vais échanger, dialoguer avec l'offre d'emploi. Donc, quelque part, on va utiliser l'intelligence artificielle générative pour pouvoir s'assurer de la disponibilité d'un demandeur d'emploi, avoir des données de qualité fraîches à propos pour cette offre-là. Et ce que ça va faire, c'est que d'un point de vue conseiller, en fait, le temps passé habituellement à essayer d'appeler un demandeur d'emploi, eh bien, il va être diminué, largement réduit. Et au bout de 4-5 heures, on va avoir des retours des candidats qui sont complètement pertinents pour cette offre-là et qui vont permettre d'améliorer la qualité des profils mis en relation des demandeurs d'emploi. Donc en fait, on a une IA générative ou une capacité autour de l'IA générative justement à penser autrement les services qu'on va proposer. Et ce que ça fait, c'est qu'au niveau conseiller, le temps gagné, on va le réinvestir à préparer le candidat à la candidature. Donc, en fait, on replace bien, encore une fois, l'humain au centre et la relation humaine, plus que de l'amoindrir avec des services d'IA. Alors, si les outils d'IA permettent aux usagers de France Travail d'avancer plus vite dans leur recherche de travail, il y a une question pour les employeurs, comment ils vont gérer aussi cet afflux de candidatures liées à l'IA? Est-ce que tout ne va pas se ressembler? Enfin, comment ça se passe? L'exemple que je viens d'évoquer, justement, ce que nous disent les entreprises, c'est plutôt que quand auparavant j'avais des profils qui étaient proposés, par exemple des postes d'assistante administrative où on a un nombre de candidatures qui est très important, mais avec des candidatures qui ne sont pas toujours à propos. Par exemple, quand c'est en temps partiel, on voit que parfois l'offre n'est pas toujours suffisamment lu, et donc quand on va proposer des profils qui ne sont pas toujours à propos pour les recruteurs, et bien là en fait on va pouvoir sélectionner beaucoup plus facilement, identifier les bons profils beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, et donc la mise en relation avec les entreprises est améliorée. Il y avait quelques premiers retours sur l'indemnisation des chômeurs. Bon, l'idée, j'imagine, derrière cette question, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on a des résultats concrets? C'est encore un peu tôt peut-être par rapport à ces outils, de voir un peu si les process sont accélérés, si les gens retrouvent l'emploi plus vite. Alors, par rapport à l'initiative de MatchFT, là, on vient de terminer un protocole de test. Et dans ce protocole de test, en fait, les premiers éléments nous montrent une diminution du délai de pourvoi. Donc le temps entre le moment où l'offre est publiée et le moment où elle est pourvue, de 3,5 jours quand MatchFT est utilisé. Donc c'est des résultats qui sont encourageants. Bien sûr, on n'est pas sur un déploiement généralisé, mais on a bien sûr cette nécessité permanente de mesurer l'impact des services qu'on propose, de regarder si ça sert, et si ça ne sert pas, bien sûr, de les arrêter rapidement. Et ça, c'est la stratégie que j'ai évoquée tout à l'heure, en allant très très vite sur le terrain, regarder l'impact que ça peut proposer et pivoter si ça ne le fait pas. Question aussi, je reviens un peu sur le côté acculturation, sur le côté comment faire accepter l'IA dans l'entreprise. Alors tu as parlé d'une charte éthique. Qu'est-ce qui sont pour toi, là on parle de confiance, de transparence, c'est quoi les 2-3 critères importants à glisser dans cette charte éthique pour que justement les utilisateurs se mettent déjà à adopter l'outil et puis derrière ne le voient pas comme un concurrent potentiel dans les 2-3 ans à venir? Alors, je pense précisément que le fait d'avoir publié, réfléchi à la manière dont on souhaite mobiliser l'intelligence artificielle au sein de France Travail, grâce à cette charte éthique, c'est quelque chose de favorable, en tout cas d'essentiel, pour accompagner cette adoption. Le deuxième point qui aide à l'adoption de ces usages-là, c'est bien de le positionner comme des outils qui vont servir l'expertise des conseillers.
d'être au clair sur la sécurité des données, d'être au clair sur la liberté de choix, la transparence, et de construire ces produits pour, par et avec le terrain. Que ce soit vraiment des outils qui soient construits avec les conseillers, avec les usagers, pour que ça leur serve dans leur quotidien, que ça leur serve pour répondre à leurs irritants. Et donc, les retours, et c'est l'exemple c'est ce qu'on voit au travers du baromètre interne que j'ai pu évoquer tout à l'heure. On a une adoption des conseillers qui est importante, je pense, grâce à cet ensemble d'actions. Peut-être rajouter l'importance du dialogue social dans un contexte comme celui de France Travail, qui est essentiel pour pouvoir avoir une adoption large. Alors là, c'est plus l'entité France Travail que j'interroge plutôt que le patron du digital, mais les études anticipent des gains de productivité jusqu'à 50% sur certains domaines. Est-ce que tu sens dans les discussions qu'il peut y avoir au sein avec d'autres spécialistes de l'emploi ces inquiétudes par rapport à l'emploi, enfin l'arrivée de l'IA et de destruction d'emplois? Alors, il y a eu pas mal d'études là qui ont été produites en début d'année, notamment à l'horizon du sommet de l'IA. Une étude produite par l'UNEDIC nous montre qu'à ce stade, il n'y a pas encore de certitude sur l'impact des métiers par rapport à l'IA. On parle de 27% d'emplois qui pourraient être menacés liés à l'automatisation. Effectivement, 50% des emplois qui pourraient être impactés d'ici à 2030. Mais il n'y a pas encore de consensus là-dessus. Je pense que c'est encore un peu tôt. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ça va avoir un effet sur la productivité, notamment sur les activités qui étaient avec des tâches assez administratives, des tâches répétitives, et on le voit assez concrètement, nous, sur l'usage sur les activités au sein de France Travail dès à présent. On est en chemin pour mesurer cet impact-là. Ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Quand j'évoquais ChatFT, eh bien, en fait, pour chacun des conseillers dans chacune des activités, ils s'en emparent. Et ils s'en emparent différemment. On n'a pas forcément les mêmes activités. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir capter cet impact, le faire rayonner pour que ça soit utilisé par le plus grand nombre. La mesure n'est pas forcément quelque chose de simple. Dernière question, rapidement pour la réponse, Sylvain. On a parlé de souveraineté tout à l'heure. Tu as parlé de l'usage de Mistral. Voilà, j'imagine que c'est un point important aussi chez France Travail. Tu as parlé de OVH Cloud, enfin, voilà, de passer par des infrastructures européennes en tout cas. C'est effectivement essentiel. Ça fait partie de notre stratégie de pouvoir avoir une IA éthique, de confiance, souveraine et sécurisée. Donc on a une capacité de calcul au sein des data centers et une capacité de calcul sur un cloud privé. On a évoqué OVH parce qu'on a besoin d'avoir cette garantie de sécurité des données. Et le choix de Mistral, effectivement un choix de souveraineté par rapport à des modèles français et européens, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Je ne vais pas forcément revenir sur l'échange qui a été largement détaillé tout à l'heure. Bien, merci Sylvain Poirier. On peut remercier Sylvain d'avoir été avec nous, directeur en charge de la direction IA de France Travail. Donc vous pouvez continuer le dialogue, hein, si Sylvain est encore là. Et une crêpe justement avec Sylvain pour ceux qui veulent le poursuivre. Donc là-haut, notre crêpier est prêt. Un jingle et on